On continue notre discussion sur le thème des parasites. On a touché beaucoup d'aspects intéressants, mais il y a des détails qu'on doit élaborer. Et je voudrais commencer avec la question de différencier ce qui est un parasite par quelque chose qui peut être un être subtil, vital, qui appartient au monde très près de la matière, mais qui ne sont pas nécessairement parasitiques, même s'ils ont quelquefois des influences sur les circonstances matériaux. Par exemple, tout d'abord, à un niveau très matériel, avec les humains, il y a des gens qui ont une force vitale très forte, qui ont ce charisme, toutes les choses qu'on a décrites qu'un parasite peut donner, mais il n'y a pas nécessairement un parasite derrière. En effet. Et beaucoup des chefs des entreprises ont cette force vitale, n'est-ce pas? Alors, certains l'ont. Oui. Je pense ce pouvoir d'influencer les êtres humains ne passe pas obligatoirement par l'association avec un parasite énergétique. Alors, si on observait quelqu'un comme ça, est-ce qu'il y a un moyen de reconnaître s'il y a un parasite ou pas? Alors, oui, oui. Il faut avoir l'audition énergétique. L'audition énergétique nous permet d'entendre le son que produit la masse énergétique associée à un corps physique. Et quand on a un parasite qui est intégré dans la structure de la personne, il y a vraiment comme deux notes différentes et qui sont dissonantes. Alors, on n'a pas encore parlé de ça, de l'audition énergétique. Je ne sais pas si c'est très développé chez les êtres humains, en tout cas chez les gens comme moi, c'est naturel. J'en ai jamais parlé vraiment. Et je suis certain que Mère ou Chirambino en a parlé, évidemment, c'est ça. Alors, c'est en fait la capacité à percevoir la matière epsilon, la matière énergétique, aussi bien avec les yeux qu'avec en quelque sorte le toucher, mais également d'entendre le son, la musicalité qui émane de ça. C'est quelque chose de très très complexe. Et par exemple, on peut observer un paysage et entendre l'ensemble des musiques émises par chaque plante, arbre. Et normalement, tout ça, c'est harmonieux. Ça fait comme une symphonie. Alors, on a ça aussi dans les mondes supérieurs, mais juste dans le monde physique, c'est très joli aussi. Et pour arriver à notre sujet, quand on écoute cette musique, alors c'est quelque chose de vraiment subtil, mais on l'entend distinctement, on a vraiment quelque chose de cacophonique parce que l'entité, en général, n'est pas en phase avec son hôte. Et donc, et là, on remarque que quelquefois, la personne peut être parasitée par une entité énergétique, mais aussi par d'autres. Il peut y en avoir plusieurs, et ça devient vraiment compliqué. Et on a ça, et on y reviendra souvent sur les gens qui prennent des drogues puissantes et fréquemment. Et donc l'association, elle devient très compliquée parce que c'est une multiplicité d'entités qui peuvent se faire concurrence entre eux, mais qui sont d'accord quand même pour aller se nourrir sur un être humain. Donc une manière de voir, c'est ça, c'est entendre la musique énergétique. L'autre manière, ça serait d'être suffisamment doué pour distinguer dans les émanations énergétiques la présence d'un parasite. Alors, les parasites opportunistes sont très peu visibles parce qu'ils sont souvent très petits et ils passent et ils s'en vont. Ceux qui sont immergés à l'intérieur du corps biologique vont mêler leur champ énergétique à celui de la personne. Et c'est pas très difficile à voir. Moi, je l'ai jamais vraiment observé, pour être tout à fait franc. Mais c'est pas visible dans l'aura. Alors, l'aura, il peut y avoir des anomalies. Alors, c'est encore un autre domaine. L'aura peut être affectée effectivement par un ensemble de phénomènes et le fait de prendre des drogues, par exemple des drogues chimiques, de manière incontrôlée, répétée, récréative et puissante, va provoquer des anomalies profondes dans l'aura. Et là, ça, c'est très visible. Et on va avoir, par exemple, des zones où les filaments énergétiques, parce que contrairement à 99% de ce qu'on voit en termes d'illustration actuellement sur Internet, ne sont pas des grosses taches de couleur ici et là, pas du tout. Ce sont des filaments courbes et qui sont colorés. Chaque filament a une couleur spécifique. Alors, on n'avait pas prévu de parler de l'aura, mais
Et donc, il y en a des myriades et des myriades. Ils s'assemblent par zone. Par exemple, il y a cette couronne-là, mais il y a également ça. Et au départ, ça se mêle au chakra énergétique. Mais l'aura a une configuration propre. Donc, parlant de ces myriades de filaments d'énergie, on observe assez fréquemment qu'il y a des zones où, curieusement, il y a des absences. C'est tout à fait étonnant. Alors, il faut que les gens soient là. Je ne peux pas être catégorique, mais c'est quand même très souvent lié à l'utilisation abusive de drogues puissantes, et qui fait que même la coque de l'aura, alors la coque de l'aura est contenue dans un espèce de sac, et donc le sac il est plus ou moins grand en fonction de l'état de l'aura, mais bon, en moyenne elle va être grande comme ça, hein, on va dire 1 mètre, 1 mètre 50. Et il y a un espèce de sac qui procède de sa propre protection. Et ça peut être une première défense, effectivement, contre les parasites, parce que on peut se défendre contre les parasites aussi bien avec le champ d'énergie qu'avec l'aura. Alors, on n'avait pas prévu d'aborder cette question-là. Et moi, quand j'ai été attaqué quelques fois, c'est pas très souvent, par des créatures énergétiques, j'ai eu le réflexe de me défendre avec les deux. Donc, les anomalies, on les voit dans des zones où il devrait y avoir des filaments de lumière, mais en fait, ils ont disparu, soit s'en sont écartés. Et ça présente des zones de vulnérabilité, exactement comme un fort, une forteresse, et qui a plus de murs. Comme des trous. Comme des trous, voilà. Des déchirures, ça peut être des déchirures. Mais là, dans l'aura, c'est encore plus flagrant parce que c'est vraiment des zones où il n'y a plus rien. C'est très étrange à observer. Pour le champ d'énergie, c'est plus des déchirures. Comme si on avait ouvert une fermeture éclair, comme si on avait un fossé qui s'était creusé dans la structure de la première et la deuxième couche, qui sont les zones de défense des êtres humains. Donc, on peut observer ça, voilà ce qu'il y a d'observable. Mais au-delà du comportement de la personne, écouter la musique énergétique. Alors, il y a évidemment je pense, des personnes, moi je m'intéresse, comme vous le savez, pas du tout à la thérapie. Je répète, je ne pratique aucune sorte de thérapie, ça ne m'intéresse pas du tout et ça ne m'intéressera pas dans cette vie-là. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment doués pour détecter les parasites énergétiques, les sentir au minimum, alors au toucher, et certains sont probablement capables et on va aborder cette question, de les faire partir. Il faut être particulièrement sensible et doué aussi, et avoir certaines caractéristiques pour être apte à faire ce genre de choses. Et on va revenir dessus, mais il y a aussi, pour les parasites profondément puissants, les démons qui sont immergés, qui ont pris le contrôle d'un individu. On parle de possession en Occident. Et là, je pense qu'il y a des gens dont la compétence est encore plus large, parce qu'elle devient spirituelle aussi, pour arriver à exclure ces démons. Et on va rentrer dans ce sujet aussi tout à l'heure, c'est une vaste question aussi. Tu fais une distinction entre l'aura et champ Oui. énergétique. Oui. Et c'est à un niveau plus matériel que tu décris l'aura, Oui. et n'y a-t-il pas une continuité entre les deux? Alors, il peut y avoir une correspondance, mais elle n'est pas si flagrante que ça. Pour moi, pour les gens qui voient, je sais qu'ils sont peu nombreux parce que beaucoup confondent l'aura et le champ d'énergie, et on voit partout des dessins qui sont censés représenter l'aura, qui ne la représentent pas du tout. Pour moi, le champ énergique est vraiment de la matière physique dans un certain état. Et donc, cette matière physique a des caractéristiques et présente différents niveaux. Elle peut avoir un côté solide, et donc ça forme les nadis comme des tuyaux solides. Il y a un fluide qui circule à l'intérieur, et c'est une autre qualité de matière énergétique. Mais la matière énergétique émet également de la lumière. Donc, c'est une autre manifestation. Et donc, c'est celle qu'on va sentir, c'est une lumière un peu, on peut la sentir vraiment, hein. Donc, avec une première couche, une deuxième couche, et évidemment, on peut faire des extensions avec ça. Donc, pour moi, la différence, moi, elle est très claire depuis que je vois ça avec les yeux, hein. C'est pas du tout l'imagination ou l'intuition ou ce genre de choses qui donnent souvent des résultats très hasardeux quand les gens décrivent ça, même quand ils font des dessins. Quand j'ai commencé à voir ça, la distinction m'a paru immédiatement et très clairement. L'aura est d'une autre nature. Une des caractéristiques de l'aura, c'est qu'on l'emmène avec nous lors des voyageurs du corps et après la mort, et qu'au contraire de la matière énergétique, on va laisser le plus possible dans le corps biologique, on en emmène lors des voyageurs du corps le moins possible. L'aura, elle va, dès qu'elle est sortie du corps biologique, elle se décomprime.
Donc, c'est comme une fleur qui s'épanouit. Et c'est assez spectaculaire de voir, on s'en rend pas tout de suite compte, mais quand on monte dans les plans supérieurs, on voit des êtres dont on voit le corps de lumière, mais également, ils ont une immense aura autour d'eux. Ça nous fait d'ailleurs une très forte impression. Et si on a beaucoup de voyages, à un certain moment, il y a un de ces êtres qui va nous dire « mais regarde la tienne ». Parce que la tienne, c'est pas loin d'être la même chose. Parce que c'est le naturel de l'aura de se déployer une fois qu'elle est plus comprimée, qu'elle est plus oppressée dans un corps biologique. Alors, la distinction que tu fais, l'aura, c'est la couche qui appartient au corps subtil. Alors, et l'énergétique est au niveau du corps. Oui, c'est vraiment associé. L'énergétique, c'est le monde matériel. Et la plupart des parasites viennent à ce niveau? Oui, alors, il y a probablement des parasites de type, au-delà de la matière epsilon, mais ils sont très différents. J'ai pas vraiment été victime de ce genre de choses. On pourra en parler éventuellement, mais très peu. Je crois que pour l'essentiel, le problème de l'humanité, c'est l'ignorance complète qu'il y a des parasites de type vital et différents types de parasites et qui vont s'exercer effectivement sur les fonctions les plus basiques du corps biologique. Donc, si on parle de Schrödinger, je pense de la partie vitale, des strates vitales. Donc vraiment, l'aura, c'est quelque chose de très différent. On ne va pas emmener dans les mondes supérieurs la matière énergétique, ou très peu, parce qu'elle ne peut pas y aller, tout simplement. Alors que l'aura, c'est sa zone naturelle. Et pour moi, c'est l'émanation du corps astral, voire même l'émanation de l'être lui-même, de mon point de vue. Alors, je ne prétends pas être dans la vérité absolue là-dessus, mais dans ma petite expérience personnelle, dans mes expériences personnelles, c'est ce qui semble être le cas. Et je répète, la distinction entre le champ d'énergie et l'aura est pour moi très claire. C'est vraiment deux choses différentes. Même s'il y a une forme de continuité, il n'y a pas de forme de continuité en fait. C'est vraiment deux choses qui coexistent et qui probablement ont une interaction, mais l'aura va exister totalement sans le champ d'énergie. Okay. Alors, revenons à la question, la distinction quand on observe quelqu'un qui a un charisme, si c'est une influence parasitique ou juste une capacité vitale. Alors, une des choses qui est souvent décrite, c'est dans les yeux. Souvent, on voit s'il y a un parasite, on sent ou on voit dans les yeux, en cas particulier quand il y a une position, on voit quelqu'un d'autre. Ah oui, par clairvoyance. Non, Non. au niveau physique. Quand on observe la personne, il y a quelquefois comme si quelque chose vient, qu'il y ait une autre personne qui voit à travers les yeux et puis ça passe. Alors, je n'avais pas pensé effectivement à parler de ça. Quand on observe le comportement d'une personne qui est parasitée, on va voir des manifestations parasites. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de sa gestuelle et de ses yeux, on va voir qu'il y a comme une deuxième personne aux commandes. Et donc comme des doubles commandes. Effectivement, mais c'est valable dans tout le corps aussi. Ouais. Je pense que c'est valable dans tout le corps et je repasse ce que j'ai en mémoire. Oui, tu as raison, je n'avais pas pensé à ça. Mais une personne qui a un fort charisme, pour ceux qui voient le champ d'énergie, je ne parle pas de l'aura, hein, encore une fois, va manifester une enveloppe énergétique plus épaisse, que ce soit la couche primaire ou la couche secondaire, et donc, et souvent d'un bleu plus profond, plus fort. Parce qu'une personne qui est fatiguée ou qui est d'une faible puissance énergétique va avoir une première épaisseur vraiment plus fine et la couleur va s'éclaircir. Ça peut être un bleu clair, voilà, enfin, il y a toutes les teintes de bleu, mais vraiment une personne au fort charisme et à la forte vitalité, c'est vraiment... bon, j'ai des exemples, hein. Quand j'ai commencé à voir l'aura, il y a mon professeur de judo, Monsieur Castin, il s'appelait, et quatrième dan, et durant les entraînements de judo, j'étais fasciné par l'épaisseur de sa couche primaire et de sa couche secondaire, même si je la comparais à tous les autres. Et donc, c'était un être bon, vraiment sympathique, mais un fort vital, donc une forte capacité à exercer ce qu'il faisait, c'est-à-dire à nous enseigner le judo. Donc le charisme peut être objectivement vu comme étant la force du bleu et l'épaisseur du bleu autour du corps biologique. Pour moi, ça a été toujours un critère absolument objectif. Alors, voyons dans les yeux, souvent on sent que ce n'est plus la même personne, Oui. c'est quelqu'un d'autre, et on sent cette influence, même quelquefois
un niveau de qualité de la conscience qui projette dans les mots et dans les pensées. Oui, alors ça, c'est la subtilité de la perception énergétique. Quand on ne la voit pas, quand on ne voit pas l'énergétique, alors, effectivement, on peut développer une certaine acuité de perception dans l'interprétation de ce qu'on perçoit du champ d'énergie. Et bien sûr, simplement, il faut prendre garde à ne pas les mélanger avec ses systèmes de croyances, sa propre énergie avec toute la mémoire que ça comporte, la mémoire des lieux, et les personnes qui sont présentes dans l'endroit. C'est quand même assez compliqué. Pour faire la discrimination, c'est pas souvent si évident que ça. Alors, une autre distinction que je voudrais faire, c'est, tu as déjà décrit l'équation que tu avais écrite. Oui. Un parasite, c'est quelqu'un qui prend Oui. plus qu'il donne. Beaucoup plus qu'il donne, oui. Beaucoup plus. Mais il y a quelquefois des entités qui donnent, disons, à peu près le même qu'ils prennent, mais elles correspondent à une conscience très basse. Oui. Et donc, il y a un effet parasitique qui vous garde à un niveau plus bas. Oui, alors c'est ce que j'appelle la symbiose. Même si c'est Oui, une oui. symbiose, c'est une symbiose qui est négative. Alors, elle peut être vue comme négative, on en a parlé, mais c'est une façon aussi de mettre à l'épreuve la personne, étant soumise à cette gravité, parce qu'effectivement l'association est confortable, elle donne de la puissance, et quand la relation est équilibrée, elle est satisfaisante. Elle ne vous laisse pas passer au-delà de leur influence. Non, on peut toujours passer au-delà. Pour moi, même s'il y a une égalité d'influence, elle est toujours une parasite parce qu'elle... Elle a une force d'inertie. Oui, et parce qu'elle vous arrête de développer. Elle est une force d'inertie. Donc il faut... Et là, on est carrément, encore une fois, sur les équations. Sur l'équation. Sur l'équation, il va falloir produire une énergie qui va dépasser l'inertie, hein, c'est de la mécanique presque physique. Hein, il va falloir mobiliser une quantité d'énergie, un mouvement énergétique qui va dépasser l'inertie. Alors, ça prend deux formes. Une, c'est que... Ça devient profond, hein, notre discussion. Une, c'est que le parasite n'aime pas qu'on continue à grandir dans notre conscience, parce que là, on peut passer au-delà, mais elle s'infuse d'une manière, même si c'est une symbiose. Donc, strictement dit, tu ne mets pas ça dans une catégorie de parasite, mais elle évite de grandir, elle vous garde bloqué, et aussi elle a l'effet de intervenir d'une manière de vous arrêter d'entrer en contact avec les gens qui peuvent vous aider à vous libérer. Et on peut prendre une comparaison, c'est juste. Qu'est-ce qu'on fait, nous, avec les arbres fruitiers? À partir du moment où un arbre fruitier nous donne la récolte qu'on attend avec les fruits qu'on attend, on va essayer de le garder le mieux possible dans l'état, on va le tailler, l'arroser, le nourrir, pour le garder dans cet état-là, parce que c'est ça qui est le plus rentable pour nous. Donc, c'est quelque chose de tout à fait normal dans tous les mondes physiques. C'est à partir du moment où c'est satisfaisant, on garde le système, on s'arrange pour le laisser dans l'équilibre qui nous est favorable. Ouais. Alors, je donne un exemple. C'était quelqu'un que j'étais à Bombay avec quelqu'un chez eux et la dame m'a parlé de sa nièce qui était malade. Et pour une raison quelconque, elle m'a dit, est-ce que tu peux aider? Mais je suis pas guérisseur, mais j'ai demandé des questions et puis elle m'a dit qu'elle faisait la planchette pour communiquer avec son père. Et ça fait des années. Combien d'années? 2 années. Et elle est malade depuis quand? 2 années. Alors je dis, c'est la cause. Je suis d'accord. Alors elle m'a demandé, probablement. elle m'a demandé, est-ce que tu vas parler avec elle? J'ai dit, oui, je suis prêt, mais normalement, cette entité, ce parasite, va bloquer le point de contact, Oui, arrêter de la personne d'entrer en contact. oui. Et c'était exactement comme ça, empêcher. Et c'était exactement comme ça. On avait on a donné une heure spécifique. À 4 heures, elle devait venir, elle vient pas. 1 heure passe, 2 heures passent, et puis elle vient plus. Oui, Mais le jour prochain, tout d'un coup, sans annoncer, elle est entrée. oui, Et puis elle nous a raconté le moment où elle voulait sortir de sa maison. Elle a trouvé qu'elle a perdu les clés de sa voiture. Elle pouvait pas trouver. Finalement, elle a trouvé les clés. La voiture ne commence plus. Finalement, elle a presque commencé la voiture et elle voit il n'y a plus d'essence. Et à ce moment-là, son mari vient et dit, ne va pas, j'ai des choses à faire avec toi. Donc, il y avait une série de choses qui l'a bloquée. Et le jour qu'elle est venue, c'était inattendu. Elle passait tout d'un coup, il y avait comme si, je vais dire, de son âme, une influence qui dit, va tout de suite.
Et une fois que j'ai expliqué la chose, elle a compris et j'ai expliqué comment se déconnecter de cette Oui. influence. Et elle a fait tout ça. Elle était libre de cette influence et elle était guérie complètement en un mois ou quelque chose. C'est un très bon exemple, et on l'a déjà souligné, le fait d'utiliser ces méthodes-là de communication avec des entités qui se présentent toujours pour ce qu'ils ne sont pas. Et elle pensait que c'était son père. Bien sûr, mais évidemment, ça ne l'était pas. L'entité a profité de ça pour s'installer sur cette personne-là et donc la parasiter. C'est un très bon exemple. Et on rappelle qu'il y a beaucoup d'activités où on risque, le risque est très très élevé de se connecter et de devenir dépendant, voire l'esclave d'une créature énergétique. Donc c'est le spiritisme. Alors, ici, je voudrais aussi indiquer une direction que c'est comme si le parasite influence les pensées Bien sûr. pour diriger dans une direction spécifique. Tout à fait. Et elle éveille dans les émotions une manque et une attraction de faire la chose qui lui nourrit et de ne pas échapper à cette Alors, effectivement, tu as tout à fait raison, comment le parasite prend le contrôle d'une personne. Une fois qu'il est branché sur le système vital, il va activer toutes les fonctions du système vital, dont la pensée mécanique. Schreiner parle de la pensée mécanique, il a raison, dont les émotions de base. Et donc, il va susciter un cocktail d'émotions qui sont adéquates pour son objectif, parce que le parasite a l'intelligence du vital, et une intelligence qui est supérieure à l'humain terrestre, qui est ignorant de ça. Donc, le mental ordinaire, le mental mécanique, les émotions ordinaires, tout ça, ça va être mobilisé dans le but du parasite. Voilà. Il y a un exemple aussi que la mère décrit et elle a parlé de ça, en particulier, je pense, c'était pour les enfants de l'école de l'ashram. Parce qu'il y avait peut-être à ce moment-là, il y avait quelques enfants qui étaient un peu attirés dans cette activité de masturbation. C'est pas ça. Ah, ok, je déconne. Et alors, elle a parlé de ça et elle a dit que quand ils sont attirés à ça, souvent il y a des êtres, des parasites. Oui, bien sûr. Et elle a décrit la forme comme une méduse qui s'attache. Et une fois qu'elle s'attache, après un peu de temps, elle crée l'irritation pour pousser la personne à continuer l'activité. Et non seulement ça, elle a décrit comment c'est une formation qui passe d'une personne à une autre dans une communauté. Et elle commence à se pénétrer dans le collectif. Et c'est fréquent, ça, dans les ashrams, les méduses? Parce qu'il y avait des enfants à l'école, ça faisait partie de la communauté. Je découvre quelque chose, je tombe un peu des nues. Hein. On est au milieu d'une ville, alors il y a toutes sortes d'influences qui sont là. Mais c'est aussi pour dire que il y a toutes sortes de choses comme ça, des activités. Bien sûr. Alors, bon, concernant ce genre de parasites-là qui vont provoquer, qui vont se nourrir de la pulsion sexuelle, il y a probablement un grand nombre de variétés, mais moi je ne les connais pas. Mais il y a ceux qu'on appelle les succubes et les incubes, on en a déjà parlé. Et là, c'est un peu différent parce que ce sont souvent des initiateurs de l'activité sexuelle. Et moi, je ne les considère pas comme des parasites, mais plutôt comme des activités symbiotiques. Dans la mesure où on n'en devient pas dépendant et où la relation dure peu de temps à l'adolescence. Donc, il faut dresser un tableau complet et objectif de la situation pour aider vraiment les gens à faire le distinguo. Bon, alors peut-être c'est une question de vocabulaire, mais d'une perspective évolutionnaire de conscience, n'importe quelle entité qui s'attache, pour moi c'est une parasite, ou même si on veut éviter le mot pour ne pas avoir une confusion de vocabulaire, c'est une entité qui dérange l'équilibre de notre développement, disons, de conscience. Oui, effectivement, on peut considérer les choses de cette manière-là. Je donne un autre exemple de ce type-là, et c'est difficile là si peut-être tu l'appelles un parasite ou pas. Il y a des entités de force vitale, plus développées, plus grands que les types qu'on a décrits jusqu'à présent, qui veulent peut-être même aider les humains. Ils s'attachent à une personne qui devient maintenant puissant avec un charisme, ça devient fondateur de tout un mouvement, etc. Souvent, il y a une force de guérir les autres et des choses comme ça, qui se passent des manifestations. Et ça crée tout un groupe collectif, un culte, disons. Mais cette entité aussi, elle aide les gens, mais en même temps, peut-être, elle prend satisfaction
d'une manière? Oui, et, il y a, je pense, quelques exemples sur lesquels on ne reviendra pas pour ne pas gêner certaines personnes, mais il y a des êtres énergétiques dans le haut du panier, on va dire, qui sont très intelligents, qui font des plans à très long terme. Et donc, ils peuvent se présenter effectivement comme étant en capacité de guérir les êtres humains et le faire effectivement. Et même avec une bonne volonté, Alors, peut-être. disons que comme les êtres énergétiques ressemblent peut-être aux êtres humains aussi sous certains aspects, ils peuvent avoir plusieurs aspects à leurs objectifs. Et un de leurs objectifs peut être effectivement d'aider les êtres humains à aller mieux, mais ils ont peut-être des objectifs cachés qui sont plus égoïstes. Et ça me fait penser à ce que tu soulèves, à l'exemple du fameux guérisseur au Brésil, tu pensais à ça, peut-être, Joao, qui a indéniablement participé à la guérison de beaucoup de gens. Je connais pas mal de cas, moi. Et tout ça, c'était, je pense que ça continue encore, mais Joao est en prison. Tout ça, c'était aussi par le fait que Joao lui-même était manifestement quelqu'un de fort déséquilibré, et en tout cas au niveau sexuel. Et c'est pour ça qu'il est en prison actuellement. Mais encore une fois, là, je répète, la vérité est complexe parce que les guérisons, objectivement, avaient bien lieu. Il y a quelque chose qui se passait, il y a eu des bénéfices pour pas mal de gens, mais les gens, peut-être, qui n'avaient pas besoin de guérison, qui étaient là par curiosité, ont souvent senti qu'il y avait quelque chose de particulier là, qui était une forme de prison. Il y a des gens qui m'ont expliqué. Moi, je ne suis pas allé. Hein. J'ai failli y aller, puis presque au dernier moment, j'ai dit je n'y vais pas. C'était il y a 6 ans. D'abord, je ne suis pas malade, et ensuite, j'ai pas vu la raison vraiment d'aller là-bas. Et c'est le fait que les êtres humains, entre guillemets, soi-disant extraordinaires, ne m'intéressent pas. Je préfère les humains vrais, je le disais. Et donc, il y a des personnes qui m'ont décrit qu'il y avait une espèce de dôme autour de l'endroit où je exerçais, et ils percevaient clairement la différence entre être à l'intérieur de ce dôme qui était très grand, hein, et être à l'extérieur. Et il y en a certains très scientifiques qui disaient je ne peux plus rentrer là-dedans parce que c'est pas bon à l'intérieur de ça. Alors évidemment, c'était difficile pour eux de dire il y a quelque chose de malsain puisque tellement de gens étaient contents et venaient du monde entier et étaient guéris en même temps. Donc on va reparler des parasites les plus intelligents. Ils sont vraiment capables, pour certains d'entre eux, de mettre en place une organisation qui a l'air bénévole. Et on peut prendre des exemples parmi nous, hein, sans parler des êtres humains. On peut créer une association contre le cancer, par exemple, ou contre une autre maladie. Et au début, avoir de bonnes intentions et puis installer un système. Et au bout d'un moment, parasiter le système et détourner l'argent pour la lutte contre le cancer ou telle ou telle maladie. Sauf que les parasites de type évolué, sont intelligents. Et ça, ils le prévoient depuis le début. Alors que les humains qui sont inconscients et stupides sont plutôt opportunistes. Au bout d'un moment, ils se disent, j'en ai marre de m'occuper des autres, je m'occupe de moi. Donc il y a vraiment des parasites dont on ne comprend que les plans réels qu'au bout de 10, 20, 30, 40 ans. Donc il faut être très vigilant, et c'est pas simple. Donc ils peuvent animer effectivement des groupes spirituels, ils peuvent animer des groupes de guérison, avec beaucoup d'efficacité, mais leurs intentions ne sont pas forcément celles qui apparaissent comme ça au premier regard. C'est très compliqué. Et souvent, ils ont une manière de parasiter, pas nécessairement la personne, mais quelqu'un d'autre. Je donne un exemple. Alors ça, c'est quelqu'un qui était magicien. Il faisait de la magie basse. Et quelqu'un que je connais avait interaction avec lui. Il lui expliquait ce qu'il faisait. Alors, il y avait un parasite, un être, une entité, disons. Peut-être pas parasite, une entité qui lui aidait. Pas strictement parasite de ton définition, mais une entité qui aidait, entité vitale. Et par exemple, cette personne est allée lui demander, j'ai un problème avec mon business, la vente est trop basse. Oui. Il fait quelque chose et la vente, Oui. tout de suite, elle grandit. Mais avant de faire sa chose, il lui dit à cette personne, dis-moi le nom d'une personne mâle de ta famille. Oui. C'était une succube. Oui, 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 je comprends. Alors, on devait donner le nom d'une personne et cette succube avait maintenant l'autorité d'aller sucer son énergie pour donner quelque chose. Oui, oui. Mais alors, ni le magicien, ni la personne est parasité, mais il passe
Oui, il passe comme ça. Ouais. à quelqu'un d'autre. Oui, c'est effectivement, c'est des mécanismes complexes, mais c'est très bien que dans cette vidéo, on explique ce genre de choses. Et alors, si on est ami avec quelqu'un qui est parasité, elle peut passer à nous aussi? Oui, effectivement, il y a une probable contamination, puisque le but du parasite, c'est d'étendre son pouvoir en général. Hein. Il y a des parasites qui se contentent de ce qu'ils ont, mais souvent le parasite, comme un virus, cherche à se développer un maximum, et donc à capter la nourriture, c'est de la nourriture, de manière insatiable, comme l'être humain, comme certains êtres humains qui mangent jusqu'à peser des centaines de kilos. Donc, être dans la proximité ou en association avec un être humain parasité fait qu'on va être contaminé plus ou moins. Et, euh, et donc, petit à petit, le parasite, si on accepte la relation avec la personne, c'est comme si on branchait ses câbles sur la personne et donc on reçoit aussi l'influence du parasite qui est, voilà, c'est vraiment un réseau. Et si on ne comprend pas ce système-là, on va petit à petit se faire pirater, exactement comme des ordinateurs branchés les uns avec les autres. Et ça, c'est très important de détecter cette possibilité-là, soit de s'isoler, de se protéger, soit jusqu'à des cas extrêmes, de couper les relations avec cette personne. Alors, je donne un autre exemple de ça. À un niveau collectif, parasitage, euh, j'ai eu contact avec quelqu'un qui faisait, pendant son enfance, quand il était dans son université, il était invité à faire partie avec une société secrète Oui, dans l'université. Alors là, il n'était pas trop intéressé, mais finalement, on lui a dit, viens une fois. On lui a fait boire beaucoup d'alcool pour des heures, et puis on lui a fait passer à travers des méthodes qu'on décrit comme le brainwash. oui, Comment dire ce le mot? lavage de cerveau. Lavage du cerveau. Mais après plusieurs heures, on lui a enfermé Oui, dans cet état d'ivresse. On lui a insulté, toutes sortes de choses pour briser son ego. pour briser ses défenses. Et finalement, quand il était exposé entièrement, on lui a dit, maintenant tu fais partie du groupe, et on lui donne beaucoup d'amour, et il est comme si intégré à un niveau Oui, énergétique. alors on appelle ça le bizutage dans les grandes écoles. Euh, alors, bon, si on prend un peu de recul, ce sont vraiment des rites de personnes inconscientes, primitives, stupides. Et alors, elles deviennent perverses quand elles se laissent aller à ça. Et on se rend compte que ce soit dans les grandes écoles ou dans d'autres groupes, l'être humain est un être vraiment de très bas niveau. Et il y a toujours une petite fraction des gens qui sont sollicités qui disent non. Ouais. Alors, je viens à l'histoire, elle n'est pas complétée. Après avoir cette expérience, il dit, je ne veux plus parce que je n'aime pas ce qui a été fait, Oui, je veux sortir. Alors là, ils lui ont dit, s'il te plaît, reviens une fois seul avant de sortir. Et ce qu'il a vu, c'était, ils avaient un rituel pour lui expulser. oui, Et c'était un rituel sexuel, comme s'il faisait partie d'une substance expulsée sexuellement. je comprends. Alors c'est là qu'on a compris que tout ce groupe qui a été formé était parasité à un niveau de cette énergie très basse. Et une fois qu'il était intégré, on devait lui expulser d'une manière, avec Oui, un je comprends. rituel, pour couper le contact. Très bien. Ils sont tous devenus des esclaves avec des rituels stupides. Mais l'humanité fonctionne comme ça. Vu d'un petit peu loin, l'humanité, c'est une bande de singes primitifs qui se prennent pour des êtres évolués. Non, mais là, on a un exemple très précis, parce que ces rituels existent dans toutes les grandes écoles du monde. Hein. Alors, même s'il y a quelques législations qui ont cherché à lutter contre ça, ça décrit ce que tu dis. On utilise l'alcool, la drogue, hein, après on va en parler aussi, hein, les choses sexuelles. Les choses sexuelles en groupe. Oui, en groupe, oui, oui, tout à fait. Le fait de brimer les gens, c'est-à-dire de diminuer ses défenses. Et après, l'acceptation parce que il a supporté tout ça comme si c'était un héros. C'est simplement un imbécile. Et après ça, un blackmail. Oui. C'est quoi le mot français? Chantage. Chantage. Ouais. Oui, Après ça, on est contrôlé pour la vie, oui, c'est ça. une fois qu'on est dans le Enfin, système. si on se croit contrôlé, on est contrôlé parce qu'on peut toujours sortir, on peut toujours se libérer. Mais effectivement, on retrouve ce cocktail drogue, sexe, alors drogue ou alcool, hein, ça a les mêmes effets, sexe,
association avec une créature énergétique et donc codépendance de tout ça. Et en fait, on est un esclave. On pense qu'on est un être libéré avec, du pouvoir. On est simplement un esclave. Alors, le jeu qu'ils ont fait une fois qu'il était expulsé, tous ces gens qui faisaient partie de ce groupe-là, ils ignoraient complètement, Oui. comme s'il n'existait pas, il était transparent. Oui, Et c'était pour faire cette sorte d'exclusion, pour les faire sentir qu'ils doivent redevenir une partie. Alors, là, je donne ça en détail parce que toi, tu as dit justement qu'il y a des gens qui sentent Oui. et qui rejettent. tout de suite. Et parce qu'il y a quelque chose éveillé en eux, Oui, qui sent que ça, c'est quelque chose de plus bas et ils font le choix de rejeter. Et même s'il y a une souffrance à un niveau social, soit ils le sentent de manière confuse, soit ils ont la connaissance et ils le voient directement. Et ils disent, pas moi. Quelles que soient les conséquences, je ne veux pas de votre jeu stupide. d'une perspective spirituelle, ou bien ça veut dire l'influence de l'âme est suffisamment claire à la surface pour diriger, pour sentir, ou quelquefois une protection divine qui agit à ce moment-là pour vous éveiller pour un instant. Ça serait presque ma définition du véritable pouvoir. La capacité à être capable de ne pas subir les influences parasitaires, quelles qu'elles soient, et de garder son propre pouvoir personnel. Pour moi, les seuls êtres de pouvoir, c'est les êtres conscients sur la planète. Et d'ailleurs, dans tout l'univers, c'est ça, parce que il y a peu de planètes où les gens, même l'espèce humaine, est aussi inconsciente et dormeuse et parasitée. Il y a quand même beaucoup de civilisations beaucoup plus avancées que nous qui, depuis longtemps, voire même depuis l'origine, ont maîtrisé ça et ne se sont pas laissés faire. Alors, ça nous ramène à un aspect de cette discussion très important. C'est cette chose, le mouvement ou un processus, un rituel d'initiation à travers laquelle on relie une personne à une énergie ou un parasite. Alors, je donne un exemple. J'ai vu ça, par exemple, c'est un groupe qui semble être très bénévolent et bienveillant. Et là, ils font une pratique de, je vais dire, comme une projection d'une lumière énergétique Pour guérir quelqu'un. pour guérir ou des choses comme ça. Scénario très classique également de parasitage subtil. Oui, et c'est tout un grand groupe. Et ils aussi travaillent avec les fermiers pour infuser la lumière pour grandir les plantes et des choses. Alors j'étais là avec un groupe, je faisais partie d'un groupe, et puis il y avait une fille très ordinaire. Elle avait presque rien, mais elle faisait partie de cette chose. Oui. On lui a donné la responsabilité de nous donner cette lumière. Oui. Alors elle était devant nous, c'était dans leur temple, elle avait la main comme ça, et j'ai senti tout de suite une lumière claire, blanche, qui venait. Je dis, ah ouais, c'est intéressant. Et puis après un peu de temps, sa main était fatiguée, alors elle a remplacé avec l'autre main. Oui. Mais normalement, ce qu'on leur enseigne, on met l'autre main derrière, on lève la première main et ça continue. Oui. Alors on n'interrompt pas. Mais ce qui était intéressant, elle n'a pas fait ça. Elle a enlevé la main et il y avait 2 secondes avant que la deuxième main vienne. Donc elle a une rupture de flux. Non, ce qui était intéressant, c'est que la lumière continuait, mais j'ai vu que l'origine était derrière elle, au centre de leur temple. Oui, oui. Alors, je me permets de donner mon avis là-dessus. C'est absolument pas de la lumière. Oui. Bon. C'est de l'ideuse matière epsilon. De la boue, de la glu. Oui, mais elle était lumineuse. Donc, c'est ce que je décris comme lumière. C'était lumineux. Oui, non, mais je comprends. C'est juste de la lumière de la boue. Oui, voilà. Absolument. Nous, les voyageurs, on sait très bien ce que c'est. C'était pas spirituel. Ce qu'on appelle de la lumière, c'est l'horrible lumière de la boue énergétique. Et alors là, on est en plein dans le bon exemple. Hein. Mais beaucoup de gens, effectivement, parlent de lumière. Les gens qui font le prana, la nourriture prana, je me nourris de lumière. Non, ils se nourrissent de la matière énergétique. Oui. Lumineuse, mais toujours. Elle est lumineuse. C'est juste de la matière physique. Oui. Alors, c'est une distinction très importante que tu as fait dans la discussion que tu avais l'autre jour. Vu de notre conscience matérielle, c'est une substance lumineuse qui semble être plus haute que nous. Elle est plus haut que le physique. Oui, mais vu d'une conscience plus haute, c'est très bas et c'est très sombre. Même si c'est lumineux du perspective d'en bas. Oui, mais c'est vraiment une lumière fade. C'est une évidence. Donc, c'est quelque chose... C'est pour ça c'est très déceptif. C'est important que les gens comprennent ça. Oui, c'est très trompeur. Très trompeur. Alors, si je veux parler de moi une seconde, moi j'ai toujours su ça depuis que je suis petit.
que ça, c'est vraiment horrible. Qu'il ne faut pas se laisser tromper par les créatures énergétiques et que quand ils vous parlent, moi, ils me parlent régulièrement, ils essayent tout le temps, hein, de n'accorder aucun crédit à ce qu'ils disent. Donc, soit on est ça, on est avec ça à la naissance et on sait, donc on n'est pas prisonnier de ça. Et même s'ils cherchent à vous influencer, on va s'en libérer à un moment ou à un autre, rapidement. Soit on doit avoir beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence et peut-être de la chance pour acquérir cette... Ou une protection divine. Oui. Et un des buts de cette vidéo, c'est quand même de permettre aux gens qui sont possiblement capables de s'échapper de ça, de s'en libérer. Alors, une chose très importante. Quand vous entendez les gens qui parlent, par exemple dans les systèmes de guérissement à travers le prana, le Oui, chi, le reiki, quel que soit le vocabulaire, qui est énergétique oui, oui, principalement, c'est bien sûr vital ou vital. matière subtile, matière epsilon, quelle que soit la substance, le niveau énergétique, il parle d'une lumière blanche. Oui. Et donc, tout le monde dit, ah oui, ça c'est une lumière spirituelle. Ah ouais. Alors, et c'est guérissement spirituel, intervention spirituelle, etc. Oui, oui, je sais. C'est très important de distinguer. Il y a couleur blanche peut exister sur tous les niveaux, Alors, elle est pas, même au niveau matériel. d'abord, elle n'est pas vraiment blanche, cette Oui. couleur, hein, Bon. bon, voilà. Mais l'humanité actuelle, avec son faible niveau de compréhension des perceptions, prend les parties les plus élevées, on va dire, de la matière epsilon pour le monde spirituel, alors que c'est simplement la boue supérieure du marécage. Ce n'est que ça. Et beaucoup de chamanisme Oui, existe à ce niveau. bien sûr. Et ils vont parler avec des mots qui correspondent un peu à une expérience spirituelle que quelqu'un a, Mhm. parce que les mots sont semblables. Oui, On a parlé d'une lumière claire, blanche, très belle, on a senti un élargissement de conscience, on s'est senti connecté avec tout l'univers. Les mots sont un peu oui, les oui, bien mêmes, sûr. mais ils correspondent complètement à des expériences complètement différentes. Oui, oui, bien sûr. Tu as tout à fait raison. Et on va aborder à nouveau peut-être les expériences chamaniques. Dans le chamanisme, la tradition terrestre, on a des gens qui sont compétents, hein. Avant que la société soit telle qu'elle est actuellement, on avait des individus qui avaient des fonctions et des capacités particulières dans des petits groupes sociaux, qui étaient capables effectivement, dès leur plus jeune âge, d'avoir des capacités qui leur permettaient de se connecter, par exemple, à la nature, aux plantes, et savoir quelle était la bonne composition pour faire des plantes. Et ça, c'est de la connexion énergétique. Et donc, ils ont ce sentiment de fusion avec la nature, et ils savent que s'ils prennent une partie de cette plante, une partie de cette plante-là, une partie de plante qu'ils en font ça et ça et ça va donner tel médicament. Et donc, certaines personnes ont ce profil-là, c'est les profils de chaman. À ça, c'est ajouté dans l'histoire d'humanité les drogues, où pour aller plus loin, certains chamans ont utilisé des psychotropes pour franchir certaines limites. Et pour une part d'entre eux, ça fonctionnait bien. Si ce n'est qu'une partie dans l'autre partie sont devenus des drogués. C'est-à-dire que comme l'expérience ne pouvait pas se reproduire spontanément, chaque fois qu'ils avaient besoin de dépasser leur mythe, ils reprenaient des drogues. Et au bout d'un moment, c'est comme ce qui se passe en ce moment dans notre civilisation, l'utilisation permanente des drogues dégradait l'ensemble de leur système biologique et énergétique. Et donc, ça devenait des drogués qui étaient donc dans la simulation d'une prétendue capacité. Et certains devenaient complètement fous. Le chaman, la petite mémoire que j'ai d'avoir été parmi ces gens-là, bien que ce n'était pas un terme qu'on utilisait, c'était qu'on pouvait utiliser, pour certains d'entre nous, ces substances une ou deux fois pour ouvrir la porte. Après, si on n'était pas capable de prendre le même chemin sans drogue, c'était normalement comme si on avait échoué à l'examen. Oui. Donc on ouvre la porte est ouverte, apprends le chemin et vas-y, va là-bas. Si tu dois reprendre 2 fois, 10 fois, 4 fois, 100 fois la drogue, c'est que tu ne connais pas le chemin et que tu ne peux pas y aller. Donc, Et non seulement ça, à un niveau biologique, parce que ça agit à ce niveau, ça détruit la capacité au niveau du système nerveux. oui. Et on ne peut plus ouvrir la porte même consciemment. Alors, mais bien sûr, et on a ça, il y a quelques années, il y a 20 ou 30 ans, j'avais créé un petit document pour moi en me disant qu'est-ce qui va se passer dans les années futures.
Et je dis, une des caractéristiques qu'on va avoir dans les civilisations occidentales, ou un petit peu, on va dire, aisées, c'est le développement de drogues de synthèse. Alors, on a connu des drogues basiques comme l'opium, hein. Les Anglais ont utilisé l'opium pour assouvir une partie du peuple chinois. C'est des instruments de guerre. On a utilisé les drogues lors de la guerre de 14-18 pour donner du courage aux soldats, et on l'a utilisé aussi dans la Seconde Guerre mondiale. Les soldats allemands étaient sous un psychotrope puissant, hein, je ne sais plus le nom, mais bon, il était très connu puisqu'il était vendu en pharmacie. Et donc on est maintenant dans une phase où ces drogues sont soi-disant interdites, mais enfin souvent il y a une telle corruption à tous les échelons de la société et dans tous les pays qu'en fait, même si on arrête les petits trafiquants, souvent les gens qui sont, on va dire, les destinataires finaux des sommes engagées, gardent le système en place. Et on va avoir de plus en plus de drogues de synthèse, et la législation va devoir évoluer en permanence, parce que la technologie est plus rapide que la législation. Donc on va avoir ça de plus en plus. Et on voit dessiner ces courants-là. Alors, je dirais qu'il y a deux tendances, hein. Il y a ceux qui sont vraiment dans le souci thérapeutique et l'utilisation de substances comme la psilocybine, par exemple. C'est utilisé aux États-Unis pour ce qu'on appelle les thérapies brèves. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais il semblerait que sous contrôle scientifique, et donc non de manière récréative avec des soi-disant initiateurs ou chamans, on arrive à obtenir des résultats psychologiques, psychiatriques, très rapidement, mais avec un véritable accompagnement scientifique et en fonction de ce qu'est la personne, hein, une préparation, ce genre de choses. Alors, moi, je différencie a priori cette démarche-là, raisonnée, raisonnable, qui est totalement similaire à ce qu'on peut faire avec un médicament, en disant, voilà, quels sont les effets effectivement de la substance qu'on utilise, quels sont les avantages et les inconvénients. Et l'utilisation récréative de ces substances-là, dont des soi-disant ouvertures spirituelles. Et on a de plus en plus, ce phénomène est en train de grandir depuis 20 ou 30 ans. Il n'est pas en train de se ralentir, il est en train de grandir, où, sous prétexte d'éveil de la conscience, on va prendre ces substances, et de plus en plus fréquemment, et on va prendre différents types de produits en disant, voilà, je comprends les choses de plus en plus, j'ai créé l'unité, j'ai compris, etc. Alors qu'on ne fait que, j'insiste beaucoup là-dessus, que rester dans les couches du marécage, avec des conséquences extrêmement graves. C'est alors c'est juste au niveau social, on va donc alimenter le commerce de ces substances-là, donc la violence, le commerce d'armes, la prostitution, donc l'aliénation de la femme. Donc voilà, il n'y a pas d'acte comme ça anodin. Quand vous achetez votre substance psychotrope à votre petit trafiquant local, vous êtes les maillons d'une chaîne d'aliénation totale de l'humanité. Donc on est responsable. Voilà. Vous n'êtes pas simplement un petit consommateur, vous êtes un responsable. Ça, c'est un premier niveau. L'autre niveau, c'est que vous allez affecter votre champ énergétique et même quelque chose de votre mental qui vont vous rendre dépendant du monde matériel, mais à un point où, même après votre mort, j'insiste beaucoup là-dessus, vous aurez tendance à rester dans la souffrance en fonction de la consommation des drogues que vous avez eues et la durée et la puissance des drogues que vous avez fait. Et on le voit, nous, on voit, je vais prendre un exemple précis, que je n'ai pas encore raconté en détail, mais une nuit, c'était dans les années 2014-2015, je quitte mon corps, je vais à New York. Mais comme je suis allé très vite, je ne savais pas où j'étais, je voyais que c'était une très grande ville, comme ça. Et donc, je ne sais pas si, je n'ai pas raconté la première vidéo. Oui, j'ai raconté. Bon, bref. Donc, les gens qui restent souvent, mais ce n'est pas toujours le cas, qui restent longtemps dans les villes, nimbés de matière énergétique qui les gardent dans le monde physique ou très proche du monde physique, donc qui hantent les lieux véritablement, ils sont là. Ce n'est pas des coques vides. C'est très souvent, pas toujours, je répète, très souvent des gens qui ont pris des substances psychotropes puissantes et longtemps. Alors, si vous voulez, et une fois qu'ils vont se libérer de ça, ça ne va pas forcément être une montée vers le haut, hein. Alors, il y en a qui descendent vers le bas aussi, c'est évidemment beaucoup plus désagréable. Moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup, hein. Immédiatement on devient un esclave. On acquiert peut-être un peu de pouvoir juste le temps d'un claquement de doigts, le temps d'une vie. Et 3, on le paye pendant des dizaines, voire des centaines d'années. C'est simplement l'acte d'un imbécile. Ouais.
Aujourd'hui, c'est à la mode de donner les drogues aux enfants à l'école, au niveau de l'école, pour leur aider à concentrer. Ah oui. Ça fait partie euh, des En Inde? psychiatriques, non, Ah, des aux drogues. USA, oui. Pour les, ah oui, des enfants qui sont disturbés, enfin qui sont perturbés. Oui, mais ce sont des drogues Ce sont qui des drogues. agissent au même niveau. D'accord. Oh, ben, j'ignorais, tu vois. Oui. Pour les rendre plus clairs en conscience ou garder un état d'équilibre. Alors, je ne peux pas juger de ça, je ne connais pas le phénomène. Oui. Je ne sais pas si c'est des produits qui sont bien contrôlés par la médecine, parce que c'est possible. La médecine n'est pas uniquement scélérate. Oui. Hein. Mais alors, une des choses, pour moi, qui est une indication que c'est un drogue Oui. bas, c'est que souvent c'est associé avec une tendance à suicide. Ah ok, ça provoque. Oui, ça provoque les pensées de suicide. D'accord, donc il y a des effets qui Ça sont... veut dire qu'il s'ouvre à un niveau très bas, Oui. où les entités peuvent pousser Oui. ses pensées. Oui, tout à fait. Alors à ce moment-là, s'il y a des idées de suicide, il peut y avoir des idées de meurtre, parce que c'est souvent très, 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 très proche. Oui, alors là, c'est les apprentis sorciers une fois de plus. Et ils perdent la distinction entre bon et mauvais. Oui. Alors ça veut dire que c'est un niveau très bas. Il y a quand même beaucoup de dirigeants politiques qui ont dû prendre ces substances Oui, là, absolument. quand ils étaient jeunes. Hein. Ils le font ça. Ah ok. Je commence à comprendre. Alors, je reviens à cette histoire que j'ai décrite avant. Cette fille qui faisait la transmission de Oui, cette clarté oui. Prétendue lumineuse. lumière, ouais. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle était complètement normale. Elle n'avait rien de spécial, rien de spirituel, rien de développement même intellectuel. Mais elle était devenue un instrument pour cette Oui, énergie de ce groupe-là. oui, je comprends. Alors, comment est-ce qu'elle a développé cette capacité de devenir un transmetteur? Elle n'était même pas consciente de l'énergie, mais elle était toujours un instrument. Alors, ce que j'ai compris, c'était que on lui a fait passer à travers une sorte d'initiation, rituel Oui, d'initiation, qui lui a connecté avec l'énergie de ce oui. groupe. Et maintenant, elle est devenue une agence, esclave, C'est un d'une autre médium. manière, un C'est médium. un médium. Mais c'est quoi un médium? C'est quelque chose qui fait la jonction entre le monde physique. Alors, ça, c'est pour donner l'exemple de la puissance de quelque chose qu'on appelle une initiation. Oui, Et il faut jamais jouer avec cette idée-là. jamais. Je donne un exemple. Ici, il y avait des gens qui étaient attirés à le Reiki. Oui, C'était à la mode 20 années avant. Et ils ont fait ça, on sent beaucoup en énergie, on aide les gens, on guérit les autres. Et puis, niveau 2, vous faites une initiation. d'accord. Et la personne qui a fait l'initiation m'a dit, depuis que j'ai fait ça, la puissance de cette énergie vitale est beaucoup plus grande. Oui. Alors, je suis très content. Mhm. Sans réaliser que la puissance venait de cette Une entité. entité énergétique. Tu peux parler un petit peu de ça, parce que ce mot initiation est utilisé dans la tradition spirituelle, mais elle est utilisée dans cette manière et on doit faire la Et distinction. c'est C'est pas, très important. oui, c'est pas une initiation spirituelle. C'est vraiment une initiation de marécage, de pouvoir de bas étage. Et c'est très ordinaire, en fait, comme on devient un esclave à 100%, effectivement. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? On s'est soumis à un processus par lequel on est devenu esclave sans réaliser. Mais tu as raison, on a été leurré. C'est un terme que tu utilisais tout à l'heure. La caractéristique de ces pratiques-là, des gens qui se laissent aller à ces pratiques-là, et de manière durable, c'est qu'ils sont trompés. Et donc, ils deviennent des esclaves à leur insu. Mais c'est véritablement des esclaves. C'est pas autre chose que des esclaves. Et le meilleur des esclaves, c'est quelqu'un qui est content de son sort. Et effectivement, on observe ça. Et on vous met souvent sous une pression sociale, fait l'initiation. C'est pas grand chose, c'est juste un petit rituel. Il n'y a rien à faire, vous juste dites quelques Pour mots. faire comme vous les faites... autres, oui. Et alors, Et le fait d'adhérer à un groupe qui donne un sentiment de sécurité, c'est ce qui exploite aussi les parasites. Tu vas faire partie d'un groupe, donc tu vas être en sécurité, on va te protéger. Et cette illusion-là fait qu'on enferme les gens alors qu'ils se croient un peu plus libres. c'est une rituel occulte à travers laquelle on s'ouvre consciemment parce qu'on a accepté, le fait qu'on a accepté le rituel, on s'est ouvert à cette influence qui vous attache, qui Alors, vous ancre. les pires rituels, d'après moi, et les plus puissants, ce sont les rituels où on va provoquer la souffrance d'un animal ou d'un être humain. Ça peut aller jusqu'au meurtre, jusqu'au sacrifice de l'animal. Et souvent, on a le fait de verser du sang de manière rituelle. Et ça, ce sont des pratiques absolument, je n'ai pas d'autre mot qu'abominables.
Et ça existe aussi dans l'hindouisme, hein, parce Oui. que j'ai vu ça. Hein. On sacrifie un bélier, un bouc. Et moi, un jour, j'ai assisté à une marche sur le feu et à la fin, ils voulaient sacrifier ça. Moi, je suis parti en courant, hein, avant que ça se passe. Et les Incas faisaient ça. C'était des grands scientifiques de la mécanique et du stockage de l'énergie, et ils étaient très développés, très avancés, bien au-delà de ce qu'on imagine. Ils avaient un pouvoir immense. Et je me suis souvenu de beaucoup de détails alors que j'étais à Stonehenge, en Angleterre, tu connais Stonehenge, et le soleil se couchait, et je me souvenais de ma vie là-bas. Moi, j'étais pas un cas, mais je les ai rencontrés. J'étais dans la jungle. Et quand le soleil s'est couché, j'ai eu un élan de remerciement envers les forces supérieures pour avoir anéanti les Incas, les avoir fait quasiment disparaître de la surface de la Terre. Ces êtres malfaisants, dégénérés, qui sacrifiaient leurs propres enfants, leurs propres filles et fils, tout ça pour acquérir du pouvoir énergétique, le stocker et garder le pouvoir sur les êtres. C'était une abomination totale. Après, on a eu évidemment des traces de ça qui sont répandues avec le vaudou, ce genre de choses. Mais par rapport à ce que ces gens-là étaient capables de faire, euh, ce sont des petits exécutants vraiment sur Terre. Ils ont été écrasés par une force supérieure. Ils ont totalement disparu. Et c'est très bien comme ça. C'est mon côté un petit peu, voilà. Mais il arrivera à toutes les organisations, y compris aux gens qui pratiquent ce genre de rituels, satanistes ou autres, ils seront écrasés par les forces supérieures aussi, totalement écrasés. Alors, c'est quelque chose que c'est important de clarifier parce que ça semble un peu radical de parler de cette manière, mais il faut comprendre que c'était une direction qui était contre l'évolution de la spiritualité. Et donc, nécessairement, il y a une intervention des forces spirituelles Oui, beaucoup plus puissantes. beaucoup plus puissante. Et leur intervention, ça peut passer à travers des siècles, mais l'effet, c'est petit à petit, tous qui participent dans cette chose sont comme si dissous, exterminés, Ça peut durer des siècles, mais ça peut durer très peu de temps aussi. très rapidement. Et Par exemple, je sais que Mère était capable d'agir très rapidement aussi. oui. Alors, un exemple, c'est l'Atlantide qui est disparue en quelques jours ou en une nuit, comme on le dit. Alors ça, je ne sais pas, oui, Oui, moi je te laisse c'est ce parler. qu'on dit. Ouais, Tout est allé sous l'eau. oui. Et avec ça, toute cette connaissance et les gens qui participaient dans ces choses-là sont disparus. Mais la mère a parlé de ça un petit peu dans un contexte différent. C'était là avec le Tibet. Oui, En Tibet, elle a dit, la civilisation était si bloquée dans son développement spirituel. un pays où les morts étaient plus importants que les vivants. Ouais, voilà. Je la cite, hein, j'ai retenu ça. Alors, on donnait plus d'importance aux morts que les gens vivants. Et donc, c'était une influence spirituelle qu'elle connaissait. On dirait même qu'elle était euh, à l'origine de cette intervention, qui a comme si brisé cette formation, qui Oui. limitait, qui bloquait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui avaient quelque chose de plus haut, plus beau, sont sortis de là et ont continué à, disons, enseigner la chose qui était plus pure, plus belle, mais cette partie qui était bloquée a été détruite, A été détruite. remplacée. Alors, d'un perspective, peut-être pour beaucoup de gens, c'est un peu choquant, mais il faut reconnaître que d'un perspective évolutionnaire, c'est nécessaire et ça se fait souvent. Ça se fait souvent, oui. Et c'est aussi ce qui C'est vrai. se fait aujourd'hui avec les gens qui choisissent à entrer dans les drogues et ces sortes de pratiques sataniques. Les pratiques d'association avec des créatures énergétiques sont souvent, enfin, presque toujours liées aux drogues. On répète, hein, presque toujours liées au pouvoir, presque toujours, pour pas dire toujours, hein, liées au pouvoir sexuel et aux abus sexuels, comme la pédophilie. Et ça a toujours pour conséquence que les êtres qui croient acquérir du pouvoir ou du plaisir avec ça sont en fait des esclaves. Sous la domination. Ils sont mis en culture, hein, comme dans le film Matrix. Hein. Ils sont dans les couveuses et on leur pompe leur énergie. Donc ce sont des esclaves, objectivement, et qui vont le payer extrêmement cher quand leur corps biologique va être détruit, ce qu'on appelle la mort. Quand ils quitteront leur corps, ils vont le payer extrêmement cher. J'ai pas le moindre doute là-dessus. J'y suis allé, j'ai vu. Donc, aux amateurs,
Réfléchissez 2 secondes. Euh, Peut-être, je ne sais pas si on peut toucher ça un petit peu, ça va dans un espace un peu sombre. Tu as mentionné la pédophilie. Il y a des gens qui agissent sur des enfants d'une manière à repousser l'influence de leur âme Oui, pour créer une séparation consciente pour pouvoir infuser un parasite pour les posséder. oui. Et c'est fait consciemment Mm, pour donner au parasite un être biologique, oui, mais l'âme est comme si poussée et il est emprisonné oui. par cet état. Alors, je t'écoute, hein, Ouais. toutes les choses Es-tu sont... conscient, tu sais que ça se fait? Toutes les sauces sont... j'avais pas porté mon attention là-dessus, j'en prends conscience depuis quelque Oui. temps. Et on a eu des scandales qui ont éclaté il n'y a pas longtemps aux États-Unis avec l'affaire Epstein, par exemple. Et on se rend compte que beaucoup de gens sont impliqués dans ce genre de choses. Il y a des familles qui font ça pour leurs enfants, pour faire une Oui, continuation, oui, et ils sont souvent dans des pratiques sataniques, oui. pour donner précisément des êtres qui sont des instruments pour ces Ils donnent influences. leurs propres enfants. Oui. Parce que l'entité exige ce genre de choses. Oui. D'ailleurs, l'entité, elle a des caractéristiques. Les entités énergétiques, ils vont pousser la chose assez loin. Et à un certain moment, quand l'individu a accepté beaucoup de choses, on va dire, quelqu'un va lui dire, ou l'entité va lui dire directement, mais ça peut être souvent un des disciples qui va dire, est-ce que tu es prêt à te jeter d'une falaise pour ton maître, à mettre fin à ta vie? Évidemment, pour le disciple qui a déjà accepté beaucoup de choses, c'est quand même bon, un pas à franchir. Il a l'impression qu'il doit franchir ce pas. Mais c'est absolument pas anodin. C'est-à-dire on a été tellement loin déjà, l'individu est déjà tellement un esclave, qu'on peut aller jusqu'au sacrifice complet en disant, bah maintenant, montre que tu es soumis à ton maître ou à l'entité et sacrifie ta vie. Ou bien c'est fait d'une manière pour sauver l'humanité. C'est la même chose. Ouais. Mais alors, tout ça c'est possible parce qu'il y a une séparation forcée Oui, de l'influence de l'âme. Et s'il y a un petit peu de cette lumière vraie de l'âme qui vient dans la personnalité, elle va tout de suite montrer que c'est une erreur et c'est une perversion et c'est une c'est déception, un mensonge. un mensonge. Et donc, la première chose qu'ils font dans toutes ces influences, c'est de couper cette influence de Oui, l'âme. Et en même temps, s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous donne cette lumière ou influence spirituelle, ils vous font couper la connexion oui. avec cette aide. Hmm. Alors, je donne un exemple que la mère a décrit ici à l'ashram. Il y avait des gens qui ont entendu des voix. Tout d'abord, la voix s'est dit, ouais, c'est la voix de Sri Aurobindo, la mère. Alors, la personne dit, ah ouais, très bien. Maintenant, il continue à écouter cette voix. Et puis, la voix dit, maintenant, tu as ces problèmes, fais comme ça, fais comme ça. Et souvent, parce qu'il y avait déjà une base spirituelle, la personne dit, mais je dois dire à la mère que j'entends cette voix. Oui, Et alors, la voix dit, non, ne la dérange pas, elle a trop de travail. Et petit à petit, ils se sont égarés complètement et jusqu'à la perte. oui. Oui, il y a beaucoup d'habileté dans les créatures énergétiques. Tout comme il y a beaucoup d'habileté, enfin, on a besoin de très habiles pour manipuler l'humanité terrestre, hein. Ce sont vraiment des gens pas très conscients, en moyenne, hein. Évidemment, on rencontre des gens extraordinaires, grâce à toi aussi, Shradalou, je tiens à le dire, dans notre voyage en Inde en ce moment. Et toute l'humanité n'est pas inconsciente et prise dans cette espèce de folie esclavagiste. Et il y a des êtres remarquables sur toute la planète, et il y en a particulièrement ici, en tout cas, en Inde. On en a rencontré beaucoup. Ça nous donne de l'espoir. Tu me disais tout à l'heure, je vais te présenter des gens, encore des gens qui vont te donner de l'espoir, parce que c'est tellement pitoyable et désastreux qu'on se dit, il n'y a rien à faire, je pars d'ici, et je ne peux pas agir pour corriger les choses. On essaye de faire quelque chose avec cette vidéo. Alors, même si ça a une toute petite influence, même si elle est minuscule, bah, c'est déjà Oui. ça. C'est juste donner de l'information. Réfléchissez, utilisez votre intelligence, votre discernement. Tu regardes là quand tu parles. Oui, oui, pas toi, c'est pas toi, c'est pas toi que je parle. Oui, C'est important. utilisez votre intelligence et soyez autonome. C'est pas parce qu'un milliard de personnes disent la même chose, se comportent d'une certaine manière, qu'elles ont raison. Les faits ont prouvé dans le passé que, par exemple, toute l'humanité a cru que la Terre était plate. Bon, le reste, c'est une toute petite fraction qui pense que la Terre est plate, mais les faits ont montré que c'était faux.
Donc, c'est pas parce que 80%, 90% des humains terrestres pensent que quelque chose est vrai que c'est le cas. Ou qu'on doit avoir tel et tel type de comportement. Soyez autonome, lucide, et puis expérimentez par vous-même. En particulier, ne jouez pas avec ces mots initiation Oui, ou le mot spirituel. oui. Même si quelqu'un vous dit, ah, ça c'est guérissement spirituel, ça c'est initiation spirituelle, Mm. c'est pas nécessairement le cas. La plupart des cas, ce n'est pas la chose. Donc, et Surtout qu'on doit se soumettre à quelque chose. se soumettre seulement au divin directement, qui est nous-mêmes dans notre Pas libération. d'invocation de divinité, jamais. Et en particulier, même si on vous dit, ah, c'est juste un rituel superficiel, social, ce n'est pas vrai. C'est pas anodin. Ça a des effets. Oui. Et des effets profonds qui peuvent interrompre votre trajet spirituel d'une manière très sérieuse. Je donne un exemple ici. Il y avait quelqu'un qui était à l'ashram avec Sri Aurobindo et la mère, et puis un jour, il écrit à Sri Aurobindo que ma famille a telle ou telle X personne qui est notre chef spirituel de la famille, Oui, et il m'invite à faire une initiation. Est-ce que j'ai ta permission pour faire ça? Alors, Sri Aurobindo explique que quand tu es venu à nous, on a pris toute la responsabilité de ton développement spirituel, y inclut le poids de ton karma. oui, Et si tu vas faire cette initiation-là, tout ce qu'on avait pris revient à toi. oui. Et c'est pas quelque chose... C'est quelque chose d'important. Oui. Anodin, c'est le terme. Ça a de l'importance. Oui. Et même une importance très sérieuse pour la vie spirituelle. Donc, c'est pour aussi vous avertir que ne jouez pas avec ces mots. Et même si quelqu'un dit c'est spirituel, ce ne l'est pas la plupart du temps. Et en particulier, vous avez dans votre profondeur l'influence de votre âme qui va vous toujours donner une influence très douce, qui dit, ah, quelque chose ne va pas ici. Oui, Et si vous sentez ça, écoutez cette oui, influence et ne vous laissez pas être attiré par une puissance intense. oui. Alors, je vois souvent, en Occident en particulier, les gens qui parlent des « Ah, nous sommes allés ou tel chaman ou telle retraite et c'était très puissant, spirituel, très puissant. » Et pour moi, le mot puissant, c'est souvent, toujours vital. Toujours, ce n'est pas spirituel. Oui. On n'entend pas le mot pur. Oui, parce que la qualité spirituelle, c'est pas de la puissance. La puissance, c'est de l'énergie. Ouais. Mm. La qualité spirituelle sera pure, quelque chose de très doux, La pureté, la douceur. qui éveille en nous un amour très doux, profond, Pas brutal. pur, pas d'excitation du tout, un calme profond, une paix profonde. Et donc, devenez conscient que vous avez déjà en vous, mais c'est quelque chose qu'on doit consciemment sentir, sinon on se perd dans une influence très superficielle. C'est le besoin de vivre des sensations fortes Mhm. aussi. Hein. Et ici en Inde, vous avez beaucoup de gens qui viennent pour vivre des sensations fortes, la révélation, rencontrer tel et tel gourou. Alors, bon, Ouais. je ne serai pas des gourous. Moi, j'ai ma propre attitude sur laquelle je pense que les gens qui voient les vidéos me connaissent, c'est-à-dire je ne cours après personne. Je donne un exemple en Inde. Sans donner trop de détails, c'est un espace qui s'appelle un temple d'or au sud de l'Inde. Et ouais, partout ils ont une couche d'or, ou peut-être peinture, oui, c'est vrai. occupé d'un temple d'or quand j'étais en Inde au cours de mes incarnations. Ça, c'était différent, donc. Ah, ok. C'était un vrai temple. Ah, d'accord. Celui-là, la personne qui a créé ça, il fait des matérialisations. Oui, Très ordinaire. J'ai eu rencontre directe avec la personne. ok, tu la connais. Oui. Et très ordinaire en conscience, mais il a fait cet attachement avec un parasite qui lui fait faire des Des matérialisations. matérialisations des objets. Oui. Et avec ça, il a créé tout un following Des followers, oui. Des enfin, followers. Qui ont donné beaucoup d'argent. Il a créé un temple. Et ce qui est intéressant, bon, je suis allé là parce que j'étais avec un visiteur de l'étranger, de l'Occident, bon, pour leur montrer. Et on passait là, on faisait un petit tour, et puis on vient au centre qui est le temple. Oui, Et quand on approchait ça d'une distance d'à peu près 100 mètres,
je sentais une qualité qui était horrible. Et mon amie a senti en même temps la même chose. Oui. Et elle a dit non, je veux pas aller Je là. ne vais pas aller là. Et j'ai réalisé que c'était le temple pour cette parasite de cet homme. Parasite. C'est le parasite qui avait fait le temple pour soi-même. Et donc le lieu n'est pas sacré, c'est simplement un lieu de... Voilà. Mais c'est un temple. Il a toutes les formes, tous les rituels, etc. Mais c'est pour un parasite. C'est le terme que tu utilisais, c'est le disciple, enfin tu sais, tromper les gens, leur faire prendre des choses spirituelles, alors que ce ne sont pas des choses spirituelles. Et on est C'est le sorti. mensonge. Oui, on est sorti. Et au moment où on est sorti, il y avait un temple traditionnel Oui, à Vishnu. Et là, c'était une atmosphère très pure. Et on pouvait sentir, voilà, un côté si sombre, si lourd. lourd, Et oui. de l'autre côté, il y a une clarté. Ah, Ah oui, ouais, c'était je comprends. un contraste intense. Je comprends. Ouais. Alors, ne pensez pas que tous les temples sont les mêmes. Ne pensez pas que toutes les églises sont les mêmes. Fiez-vous à votre sensation. Et... Sentez la chose. Pas d'a priori. C'est parce qu'on peut être trompé par n'importe quoi. La forme extérieure n'est jamais une évidence de la pureté spirituelle. Faisez confiance à votre sensation et discrimination Oui. plus profonde, toujours. On n'a pas parlé de Carlos Castaneda. Effectivement, on avait prévu de parler de Carlos Castaneda. Je te laisse, parce que toi et moi, on a lu tous ses livres Oui. quand on était petits. Comment tu as pris contact avec ça et qu'est-ce qui t'a intéressé dans ces livres-là? Quelqu'un m'a donné un livre et il y avait cet aspect d'une dimension occulte. Oui, Pour moi, c'était intéressant parce que je cherchais toujours, ayant une pensée un peu scientifique, je voulais comprendre la science derrière les choses occultes. oui, Pourquoi tel ou tel rituel a un résultat oui. tel? Je voulais comprendre la science. Et finalement, j'ai trouvé la science, mais la science n'a rien à faire avec la forme. C'est purement au niveau d'action Des de la actions. conscience. Mais, alors, j'ai tout lu, mais de plus en plus, je sentais que c'était à un niveau très bas, Oui. qui était confirmé Parce que à là, chaque on a instant. clairement une association avec les créatures qu'ils appellent non organiques, c'est-à-dire énergétiques, et la prise de drogue comme substance initiative. Oui. Et aussi la peur qui était, faisait partie Oui, des expériences avec des entités qui étaient terrifiantes, oui. mais qu'ils pensaient être spirituelles. Alors, je ne sais pas s'il utilisait ce terme spirituel, Bon. mais il pensait. Je ne me souviens pas d'avoir vu ce terme chez Oui, Castaneda, il n'utilisait mais pas ça. parce il décrit. Alors, Mais il parle de l'âme, par oui, il exemple. parle de Oui. l'âme, voilà. Mais chacun peut avoir sa conception de l'âme, et on peut penser que c'est aussi la personnalité, on va dire biologique, dans son essence. Mhm. Et c'est peut-être ça qu'il pensait. Mais moi, quand j'ai lu ce premier livre, dans lequel il prenait la substance, parce qu'au départ, c'était un ethnologue qui allait étudier les pratiques initiatiques du Mexique et les sorciers yaquis, hein, c'était ça. Donc, il a eu la chance, l'opportunité, le hasard de rencontrer ça. Il a été initié. Et donc, on lui a fait prendre ces substances pour ouvrir son esprit. Donc, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe maintenant. Donc, ça a été quand même une personne qui a influencé le monde occidental en disant, si vous voulez vivre des choses particulières et donc comprendre mieux la nature de l'arité, vous allez passer par là. C'est encore la porte d'entrée. Alors, évidemment, il n'était pas le seul, mais ça a de l'influence encore de nos jours, puisque le phénomène est en train de s'inflater. Nous, on a quelques points de repère et je le redis, à part dans un cadre purement scientifique et éthique, parce que la science n'est pas toujours éthique, on l'a vu récemment, hein, au cours des dernières années, loin de là, mais dans un cadre vraiment scientifique et éthique, on peut effectivement regarder les capacités, ce que peut nous apporter ce genre de produit. Mais là, on est sur autre chose, on est sur l'initiation par la drogue, et ça ressemble tout à fait à ce qu'on a dans le chamanisme traditionnel. Simplement, les prises de drogue sont manifestement assez fréquentes aussi chez Carlos Castaneda. Mais ce qui est intéressant, c'est que les expériences sont très étranges. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre. J'ai essayé de les connecter avec ce que je connaissais. Mais le voyageur du corps, l'aura, ce genre de choses, quand j'ai lu ça, moi je voyais l'aura.
Et il décrivait une boule d'énergie lumineuse avec des filaments autour des personnes. Je dis ça, ça me paraît presque correct, voilà. Et il découvrait des choses que je connaissais pas du tout. Alors, comme c'est toujours un mélange, on se dit, mais il y a peut-être quelque chose que je ne sais pas. Et ça m'a fait, bon, je n'ai jamais pris de drogue, je le répète, hein. Quoi que puisse présenter Carlos Castaneda ou n'importe qui d'autre, moi, depuis le début de ma vie, c'est jamais Oui. ça. Jamais. Et ça, je sais depuis le début. Oui. Jamais de relation avec les êtres énergétiques, quels qu'ils soient, jamais de drogue. Oui. Alors, pour ceux qui sont intéressés dans une vie spirituelle vraie, et pas le tourisme des expériences excitantes, Consumérisme. ouais. Mais une spiritualité vraie, ce mot-là, jamais. Jamais les drogues, jamais l'alcool, jamais les initiations, jamais les pactes. Jamais versé de sang. Jamais, c'est pas même penser, essayer une fois. Non, même pas. Jamais. Jamais. Et si vous l'avez fait, arrêtez tout de suite, maintenant. Et jamais de plus. Oui, je crois que c'est le mot clé de ce qu'on nous on recommande, évidemment. Alors, on a des positions différentes, Schradello et moi. Moi, personnellement, parce que je suis bon, je suis à la fois impliqué dans ce qui se passe ici, puis à la fois détaché. L'humanité entière peut être en esclavage et se droguer. Ça ne me touche absolument pas. Je n'ai pas besoin non plus que les gens me croient dans ce que je dis. Je n'ai pas besoin d'avoir des disciples, comme beaucoup de gourous en Inde ou ailleurs. Le gourou survit grâce à ses disciples. Moi, je n'ai pas besoin de ça, hein. Vous ne me croyez pas, c'est votre problème. Vous pouvez vous droguer jusqu'à mourir et rester ici 10 000 ans, si vous voulez, sur la Terre. Ça m'est égal complètement. Mais je n'irai pas vous aider si je vous croise dans les mondes inférieurs. C'est très peu probable. Ça ne me touche pas. Schradelou, qui est un être beaucoup plus évolué que moi, a probablement une autre attitude. Tu sens la compassion sur tous ces êtres. Toi aussi, tu as beaucoup de compassion. Non. Tu parles comme ça dans ces circonstances, mais... Alors, la question n'est pas là. La question, c'est ici que s'il y a des gens qui ont fait ça, Oui. disons, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir ou entrer dans une vie qui est plus vraie dans la spiritualité? Il y a des organisations sectaires aussi qui entretiennent les gens dans ce genre de pratique et l'inacceptable est souvent arrivé. Alors, ils dépendent effectivement d'un message, d'un dogme. Alors, on a des cas un peu partout sur la planète, hein. Il y a la secte Waco, par exemple, mais on en a parlé l'autre jour. Il y a le fait qu'il y a une figure charismatique, mais qui n'a de pouvoir que par le parasite qui est derrière lui. Il y a le fait que cet être de pouvoir s'accapare les biens des gens et s'accapare aussi toute la sexualité. C'est-à-dire, il devient comme un chef de clan. Et si c'est un homme, il veut toutes les femmes qui lui conviennent dans le clan. Ça, c'est une des caractéristiques. Il prend tout l'argent qu'il peut. Et il y a souvent aussi le sentiment d'urgence, c'est-à-dire que les sectes sont souvent, et on est dans la même catégorie d'événements, apocalyptiques. C'est-à-dire qu'on cherche à faire peur aux gens et à leur dire que la fin du monde approche. Ça va souvent de pair avec la manipulation des esprits faibles, parce que c'est ça, ce sont des esprits faibles. Et donc, la secte de Waco était une secte apocalyptique, il y en a eu d'autres. Jones, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, lui, il a tué tout le monde, hein, voilà, c'était tout simplement ça. Mais moi, ça m'a beaucoup rappelé quand on a vécu l'épisode Covid, ce genre de choses. C'est-à-dire, vous allez tous mourir, grosso modo, si vous ne faites pas vacciner. Oui, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes phénomènes, simplement à l'échelle humanitaire. Bon, c'est comme un test. Et avec une forme scientifique. Oui, pseudo-scientifique, parce qu'il n'y avait rien de scientifique là-dedans. Donc, et on a vu qu'une partie de l'humanité, par contre, a compris qu'il se faisait manipuler. Là, ça a permis, je pense, en partie, une éveil des consciences. Oui. Alors, une chose reste, on n'a pas parlé de l'initiation qui se fait dans l'Église. Oui. Le baptisme. Le baptême, oui. Le baptême. La mère a parlé de ça, donc je peux parler franchement. Ah, moi, j'ai été baptisé. Hein. Là, faut peut-être que je me fasse débaptiser. La mère a dit que c'est un rituel occulte qui vous connecte avec cette énergie, cette entité qui est derrière l'Église. D'accord. Ah, c'est très possible, évidemment. Et ça a l'effet que cette influence possède votre conscience mentale et vous met dans une boîte comme si, limite. Oui, tous les rituels. Tous les rituels. Ce sont des rituels d'association à un groupe, hein, c'est effectivement ça. Et tu sais, alors quand je me souviens de toute ma vie, je me souviens de mon baptême. Je me souviens même du moment où on m'a amené au curé,
C'était un truc qui se baladait en noir, j'étais dans les bras de mon père, et j'arrivais pas à le voir, mais ça m'intriguait beaucoup, avant le baptême. Je me souviens très bien de ce moment-là. Et tu as senti cette énergie? Non, je voulais voir le curé, mais j'avais du mal, parce que mon père me tenait dans ses bras, et le truc noir se baladait partout. Ouais. Et donc, j'étais vraiment très intégré. Mais tu es pris effectivement dans une bulle collective, mais à un moment, ta lucidité, soit te garde, enfin, parce que tu peux faire un choix aussi, en disant, moi ça me convient bien, je reste là-dedans. Moi. On m'a proposé de devenir prêtre, moi, quand j'avais 13 ou 14 ans. Oui, ça fait rire, hein, ça c'est sûr. Mais il y a quand même la faculté naturelle de se poser des questions en disant, est-ce que tout ça tient la route? Et donc, à 14 ou 15 ans, je me suis dit, il y a quand même de grosses lacunes dans cette affaire-là. Et on s'en détache naturellement, pour beaucoup. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a plein de gens qui adhèrent à d'autres choses que des religions ou même des mouvements soi-disant spirituels. Ils adhèrent à des thèses scientifiques, par exemple, qui sont dépourvues de réalité. Et ça, en fait, ce sont des formes d'aliénation aussi. Et je me demande s'il n'y a pas certains parasites derrière certaines thèses scientifiques aussi. Ouais. On commence à aller loin, là. Hein. Ça devient stratosphérique. Je donne un exemple parce que moi, j'ai pas eu le baptême. T'as pas... Ah, Ouais, parce que j'étais en Inde, ah oui, pas chrétien, bon. t'as eu de la chance. Mais ce qui est intéressant, quelques années avant, j'ai oublié que j'étais baptisé. lu un texte de quelqu'un qui décrivait, c'était une dame, peut-être en anglaise, qui a dit qu'elle est jointe à une religion, sans nommer la religion. Et depuis qu'elle fait partie de cette religion, elle se sent comme si sauvegardée Oui. par la religion. Elle fait partie de quelque Mais chose oui, qui lui protège. mais bien sûr, mais c'est la réalité. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est qu'elle sent en se réduisant dans une petite boîte? Alors, j'ai eu cette curiosité de sentir qu'est-ce qu'elle a senti. Oui, Alors, à ce moment-là, parce que j'avais lu, il y avait le point de contact oui, de oui, le point de contact, l'expérience, je le dis. et j'ai comme si je me suis incliné dans cette expérience, Oui, jusqu'à ce que j'ai touché cette énergie de ce qu'elle sentait. Et le moment où j'ai touché l'énergie, tout de suite, elle m'a senti, oui. l'énergie derrière la religion collective. Elle m'a senti et tout de suite, elle est venue comme si me Pour attraper, essayer de t'attraper. posséder ou entourer. C'est une énergie stupide parce qu'elle savait qu'elle pourrait pas C'était t'attraper. presque mécanique. C'était Oui. presque mécanique. Mais c'était très sombre. Hmm. Mais j'ai senti ça et tout de suite, j'ai dû me détacher Tu as et raison. couper. C'est une énergie automatique, non habitée. Mais elle est faite de toutes les pulsions, de toutes les intentions de gens qui ont adhéré à ça. Mais dans toutes les communautés, on va dire religieuses terrestres, même dans le bouddhisme, hein, dans le bouddhisme tibétain, à partir du moment où on se soumet, au bouddhisme tibétain ou d'autres bouddhismes hein, d'ailleurs, parce que bon, il ne faut pas que je tape systématiquement sur eux, parce qu'ils sont déjà en mauvais état, et bon, voilà. Mais il y a le fait d'appartenir à une communauté, il y a même un nom. Hein. Dans l'Église chrétienne, par exemple, il y a un nom quand on fait partie de l'Église chrétienne, il y a un nom. Quand on est musulman, on fait partie d'une communauté et on a un nom spécifique. Hein. Et puis, ça serait bon, peut-être, pour les chrétiens, de tuer tous ceux qui ne sont pas chrétiens. Il y a 4 ou 5 ans, 500 ans, c'était un peu ce qui arrivait à tout le monde quand ils n'étaient pas chrétiens. Et dans le bouddhisme, on a ça. Il y a le fait de prendre refuge, et donc de se soumettre à une autorité quelle qu'elle soit. Et quand on fait ça, on se soumet à une autorité, effectivement, mais qui est de nature énergétique aussi. En fait, le bouddhisme qui dit qu'il n'est pas une religion en est une à tous les égards. Alors, c'est juste pour clarifier que même si on parle d'une soumission au divin, ça c'est autre chose. Même si on parle de ça, le mouvement dans l'initiation est une soumission au collectif. Oui. C'est la distinction que je voulais faire. Voilà, le divin, c'est pas une soumission au collectif. C'est pas la même chose. On parle de ça, mais qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est plus important. On se soumet à cette énergie du groupe collectif. Il y a un indice quand même qu'on peut expliquer. Il n'y a rien de plus facile que de se soumettre à l'énergie la plus basse. Alors que la soumission au divin, c'est un travail très particulier, complexe, alors qui pourrait être facile, mais... Et ça libère. C'est un travail libérateur, mais comment dirais-je, c'est le chemin le plus facile que de se soumettre à un rituel et à une masse d'énergie. C'est très facile, il n'y a qu'à se laisser aller, se laisser porter. Alors, vient l'initiation.
Et puis tu vas voir, bon, tu bois, tu te drogues, et puis on te roule dans ceci, dans cela. Et puis après, quand on t'aura flagellé, ben, tu feras partie de notre groupe. Tu seras simplement un gros imbécile. Mais alors que la connexion divine, c'est un véritable travail très profond dans lequel on se détache et on devient, pour moi, un solitaire. Voilà, c'est la distinction. Les énergies collectives, c'est toujours en groupe. Le travail véritablement d'élévation spirituelle, il est solitaire. Même si on lit des livres, on fait référence à quelqu'un, de toute façon, au bout d'un moment, et très rapidement, on se met en présence de soi-même et on cherche le divin tout seul, sans aucun autre appui autour. Un travail solitaire. Et ce qui est intéressant, ceux qui font partie de ce processus, même s'ils parlent de soumission au divin, quand ils deviennent partie du groupe collectif, on peut sentir comme si un mélange d'énergie entre eux. Oui, avec ça, il y a une sorte d'énergie homogène. Oui. Et on a ça dans les concerts aussi. Hein. Je ne sais pas si on avait parlé au premier vidéo, on le sent très bien, nous qui percevons l'énergie. On sent très bien quand si on va à un concert où tout le monde adore, je ne sais pas, Pink Floyd par exemple, eh bien, toutes les énergies se branchent les unes aux autres et on est dans un océan de béatitude et on adore Pink Floyd. C'est valable pour tout, pas seulement pour les religions. Tous les groupes sociaux peuvent se connecter entre eux. J'ai eu ça comme expérience avec un petit groupe, disons, d'une religion, sans nommer, mais il y avait un groupe particulier. Et quand je voyais les personnes de ce groupe-là, je les reconnaissais tout de suite parce qu'il y avait une qualité de lumière qui était commune. Oui, mais bien sûr. Très intéressant. Tu perçois la lumière des qualités spirituelles, toi. Quelque chose comme ça, oui. Il faudrait qu'on parle des non-duels, mais hors caméra. Hors caméra, pour avoir ton avis. Bon. Alors, même s'il y a une structure religieuse ou même une structure spirituelle, si on est conscient de ces choses-là, on peut faire un choix conscient. Oui. Et un choix autonome, c'est-à-dire c'est nous qui décidons et personne d'autre. C'est pas la pression collective, bien sûr. Bon. Alors, je pense que ça complète tout ce qu'on voulait discuter. Il y a un moment, il faut arrêter de toute façon. Bon. Tu as vu toute ta liste là, c'est OK. Bon, ben voilà, on fait le clap de fin. Qu'est-ce que tu veux dire comme conclusion qu'il soit sérieuse. Alors, sérieusement, je pense que c'est probablement une des choses les plus importantes que l'être humain doit comprendre, c'est l'influence énergétique et parasitaire. Et je crois en avoir parlé, mais j'en suis pas sûr. Une organisation pour qui j'ai de l'estime, alors pas pour tous ses membres automatiquement, mais de manière globale, c'est l'IAC, qui sont des gens qui traitent le voyage hors du corps de manière raisonnable, scientifique, non dogmatique. Ils disent OK, vous voulez faire ça, mais commencez par vous occuper du parasitage. Déparasitez-vous. Et je suis complètement d'accord avec ça. C'est la première étape parce que sans ça, une partie très importante de notre énergie est utilisée par quelqu'un d'autre. Or, il faut de l'énergie dans l'évolution spirituelle. Il faut beaucoup d'énergie pour aller dépasser ses limites. Si on n'a pas d'énergie, on va stagner et on va laisser tomber. Donc, mobiliser nos pouvoirs personnels, c'est se libérer du pouvoir parasitaire qui va nous priver de nos forces. On a peut-être 100% de disponible, et lui, il peut nous enlever 95 ou 98%. Et on a besoin de beaucoup pour faire l'élévation et la connexion divine. Tu es d'accord avec ça, Shraddha? J'aime bien que tu sois d'accord. Alors, mais je voudrais ajouter des choses, un aspect. Si vous êtes sérieux du trajet spirituel, alors tout ce qu'on a parlé, c'est dans un aspect négatif, disons. Quoi ne pas faire, les dangers avec les choses parasitiques, etc. Mais pour aller au-delà de ça, avec toutes ces choses qu'on a compris, qu'est-ce qu'on fait donc pour notre trajet spirituel? On a parlé de ce qu'on ne fait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne idée, ça va encore faire 3 heures supplémentaires. Deux choses très importantes. Le premier, c'est devenez conscient de l'influence de votre âme le plus profond. Le mot âme, c'est un peu mélangé. On parle de quelque chose de presque émotionnel et on dit c'est mon âme. Non, ce n'est pas. Il y a l'âme la plus profonde qui est la personne qui s'est incarnée consciemment pour cette vie, qui est conscient de toutes ses vies et le trajet de ses vies, jusqu'à ce que vous n'ayez pas contact direct avec cette présence, cette profondeur, ce n'est pas votre âme encore. C'est une influence, disons, mais une influence est toujours mélangée. Oui, le mélange. La notion de mélange, c'est intéressant. Mais de plus en plus devenir conscient
même si c'est l'influence de l'âme, même si c'est mélangé, de plus en plus devenir conscient de cette influence et vous soumettre à cette influence Oui, de l'âme. Rien d'autre dehors, parce qu'il n'y a rien dehors qui peut être une garantie d'être spirituel. Oui. Parce que tout peut être imité dans les formes, tout peut-être. sauf l'âme et l'influence de l'âme. Donc, devenir conscient de votre âme, ou même si c'est une influence mélangée, de plus en plus pure dans le mélange, consciemment, chaque jour, commencez la journée avec ça, finissez la journée avec ça. Chaque fois que vous faites quelque chose, une activité, vous initiez quelque chose, un effort, centrez-vous aussi profondément que possible dans une influence de l'âme, même si elle est mélangée, mais dans une pureté et une tranquillité et une paix profonde. C'est dans cette pureté et tranquillité et paix profonde que la pureté de l'âme et l'influence pure peut s'exprimer d'une manière la plus directe. Oui. Mettez-vous là dans cet état et initiez votre journée de là. Finissez votre journée avec ça. Initiez toutes les activités, toutes les pensées, toutes les décisions que vous faites. Mettez-les en référence avec cette présence. Oui. Ça, c'est la chose la plus importante, la plus fondamentale et c'est le vrai commencement du trajet spirituel. Oui. Et la deuxième chose, petit à petit, sous cette influence, on devient conscient de la présence divine qui est partout. Et quelle que soit la manière que vous la sentez, vous la connaissez de plus en plus parce que l'âme la connaît toujours. Et sous son influence, on la sent. C'est une influence d'un amour profond, universel, cosmique. Qui ne demande rien en échange. Oui, elle se donne sans demander rien. Et on s'ouvre à cette influence d'un amour, à travers elle une sagesse, même une puissance. Il y a deux mots que Marc utilise souvent, j'ai lu dans ton livre, pour les voyageurs. L'infinité et l'éternité. Oui. On sent cette qualité dans la présence divine. Oui. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Alors petit à petit, tout ça deviendra de plus en plus évident sous l'influence de l'âme. Mais ça, c'est votre commencement. Et le deuxième aspect, c'est cette influence de la présence divine. Et se mettre en contact avec cette présence, ayant commencé avec l'âme de plus en plus, ça, c'est votre spiritualité. Tout le reste, les détails, les formes, etc., sont secondaires. Si ces deux choses vous manquent, vous n'êtes pas dans une vie spirituelle. Si ces deux choses sont là en vous, quelle que soit la forme extérieure, même si vous faites partie d'une religion, c'est pas important. Vous vous attachez à ça et pas la forme de la religion, pas les enseignements qui sont comme si bloqués dans une boîte, mais à l'expérience la plus profonde. C'est ça votre trajet, c'est ça la spiritualité vraie. Je peux pas dire mieux là, c'est vraiment c'est une conclusion intégrale. Merci Shradalo, merci. Merci Marc et merci à tous. Merci.